Monsieur Abdelhak Zahem, General Manager du cabinet GMS, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir répondu à notre invitation. Merci. La thématique d'aujourd'hui portera sur le congé annuel et le calcul de l'indemnité ICA. Monsieur Abdelhak Zahem, le congé annuel est octroyé à raison de 2 jours et demi par mois travaillé. Quelles sont les périodes donnant droit au congé, mais surtout comment calculer le droit de congé pour un travailleur recruté à temps partiel? La loi définit les périodes ouvrant droit aux 2,5 jours de congé annuel. Donc le travail effectif naturellement génère les droits. La période même de congé annuel génère des droits. Les absences spéciales rémunérées ou autorisées par l'employeur génèrent du droit. Les cas de suspension de travail liés aux maladies, maternité, accident de travail génèrent des droits. Et bien sûr, il y a le cas spécifique du service national ou le maintien ou le rappel sur le drapeau qui génère aussi du congé annuel. C'est considéré comme période effective pour le calcul des droits. Maintenant, pour les salariés en durée de travail à durée déterminée ou indéterminée, il n'y a aucune subtilité particulière. Mais pour le temps partiel, par contre, il y a une disposition très particulière prévue par l'article 43 de la loi 91 qui prévoit un mode de calcul spécifique. On prend la totalité du volume horaire mensuel, on le divise par 180 heures et on le multiplie par 2,5 jours. Donc on obtient le nombre de jours équivalent au temps de travail partiel. Parfait, merci beaucoup. Deuxième question, si vous me le permettez. Comment organiser les départs en congé et est-il possible d'obliger ses employés à prendre leur congé de l'exercice en cours? Alors je ne sais pas si la réglementation prévoit ce cas de figure ou à défaut, quelle est votre interprétation? La planification du congé annuel, c'est de l'organisation technique du travail. Donc c'est à l'employeur d'organiser tout ça. La loi prévoit même qu'on devrait faire un planning des congés annuels qu'on soumet au comité de participation ou au délégué de personnel pour avis avant les départs en congé. Donc ça, c'est sur la partie légale. Maintenant, sur la partie purement opérationnelle, c'est l'employeur qui organise tout ça. Maintenant, le salarié pourrait partir en congé annuel sans attendre la période habituelle d'ouverture de droit. Assez souvent, on assimile la date d'ouverture de droit, qui est le mois de juillet de l'année, comme date d'ouverture de droit pour consommer le congé. La loi n'était pas très sévère sur ce point-là, donc le salarié pourrait partir éventuellement avant. Il acquiert des droits, il pourrait les consommer, et dans certains cas même exceptionnels, il pourra même consommer de l'avance sur son congé annuel. Toutes ces dispositions-là, c'est du ressort exclusif de l'employeur. À défaut, si c'est prévu par une convention ou un accord collectif, eh bien, ces règles-là s'appliqueraient à l'encontre de l'employeur. Mais en général, c'est de l'organisation technique du travail, du ressort exclusif de l'employeur. Donc l'employeur pourrait éventuellement obliger le salarié à consommer du congé annuel, soit les droits acquis, c'est-à-dire les droits qui sont là présents, soit les droits acquis à la date, on va dire, décidée par l'employeur. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des droits acquis au 30 juin, mais des droits acquis entre le 1er juillet et le 30 juin. Donc l'employeur a cette faculté-là de faire sortir les salariés si son organisation, bien sûr, le permet, si son organisation tend à ce genre d'événement. Voilà. Parfait, merci beaucoup. En règle générale, le fractionnement de congés est-il toléré? Et si oui, comment se fait le décompte? Beaucoup parlent de jours calendaires, de jours ouvrables, ouvrés, des week-ends, du vendredi, samedi. Qu'en est-il réellement vis-à-vis de la réglementation, mais également votre retour d'expérience? Votre questionnement renvoie à deux problématiques. Le fractionnement, c'est une chose, et les modalités de consommation, c'est un deuxième volet. Pour le fractionnement, la loi n'en parle pas, donc c'est des dispositions techniques. Donc soit c'est prévu dans un accord ou une convention collective, quelquefois c'est prévu dans les règlements intérieurs, voire les procédures de l'employeur, rarement prévu d'un simple accord entre les parties. Donc libre aux parties de fractionner comme ils le veulent. Maintenant, ce fractionnement renvoie techniquement aux modalités de consommation du congé annuel. La loi n'a pas prévu un mode de consommation en journée ouvrée, ni en mode de journée ouvrable. La loi, quand elle parle de congé en mode calendrier, ça veut dire de date à date. Maintenant, sauf stipulation favorable à l'employé, eh bien, le salarié consomme ses congés de date à date. Donc libre aux parties de convenir d'un autre mode de calcul qui est plus favorable. Par exemple, au lieu de parler de 30 jours calendaires, on peut parler de 22 jours ouvrés. On va neutraliser les week-ends, par exemple, et on va neutraliser les jours fériés, les jours chômés payés. C'est à l'avantage de l'employé, parce que ça neutralise ces jours-là. Mais sinon, la loi n'en parle pas spécialement. Donc, libre au parti de créer ce mode de consommation, puisque c'est favorable aux salariés, la loi ne peut pas interdire ce genre de pratique. Donc, si on calcule suivant le régime calendaire qui est prévu par la loi, un salarié qui partirait en congé un dimanche, qui reprendrait le dimanche prochain,
aurait consommé 7 jours de congé annuel. Alors que si on calcule en mode journée ouvrée, il aurait consommé 5 jours, ça veut dire du dimanche jusqu'au jeudi. Les week-ends ne seraient pas calculés. Parfait, merci beaucoup. Passons maintenant, si vous me le permettez, au calcul de l'indemnité du congé annuel. La réglementation prévoit à ce que ce soit le 12e de la rémunération annuelle. Quelle est la définition légale du 12e de cette rémunération pour pouvoir calculer l'indemnité du congé annuel d'un employé? L'article 52 de la loi 90-11 prévoit ce mode de calcul, ça veut dire 1/12e de la rémunération totale perçue par le salarié durant la période de référence. La période de référence légale, c'est le 1er juillet de l'année N-1 au 30 juin de l'année N, ça veut dire l'année actuelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par terme rémunération? Ce texte-là, beaucoup d'entreprises l'ont interprété différemment. L'interprétation la plus proche, par rémunération, on entend celle qui est définie par la loi 90-11. Donc au stade actuel, c'est que des éléments soumis à cotisation sociale. Donc tous les éléments cités par la loi 90-11 dans son article 81 et 82 renvoient à du salaire ou à des revenus soumis à cotisation sociale. Donc si on dit 1/12e de la rémunération, c'est 1/12e de la rémunération cotisable. Donc là, ça renvoie à tous les éléments soumis à cotisation sociale, qu'ils soient fixes ou pas fixes, qu'ils soient variables ou fixes, qu'ils soient mensuels ou non mensuels. Donc pour donner un exemple très concret, je peux avoir un salaire de base assez stable sur les 12 mois, mais avoir un bonus ou une prime. Dans ce cas de figure, la loi me dit clairement que ce bonus doit être inclus dans la base de calcul du 1/12e. Donc ce qui ferait techniquement, dans un certain cas de figure, augmenter votre indemnité de congé annuel. Donc l'esprit de la loi renvoie à une situation où j'ai le même revenu durant la période, mais habituellement je peux avoir un revenu qui est plus important que mon salaire habituel, comme je pourrais avoir un revenu inférieur. Maintenant, il y a des entreprises qui ont d'autres pratiques. Ils maintiennent par exemple le salaire net habituel. Il y en a qui maintiennent les éléments habituels de la rémunération. Il y en a qui enlèvent certains éléments de la rémunération, au sens indemnité de transport, indemnité de panier, ce qui pourrait produire des salaires nets différents. Donc là, c'est des pratiques, mais la pratique la plus proche, on va dire même le consensus, c'est 1/12e des éléments soumis à cotisation sociale. Parfait, merci beaucoup. Toujours pour le calcul de l'ICA, qu'en est-il pour le reliquat des exercices antérieurs? Le calcul de cette indemnité, est-ce qu'il se fera sur le 12e de l'année en cours où l'employé a pris son congé, ou bien le 12e de la rémunération de l'année correspondant au droit de congé? Cette question renvoie au report des congés. Est-ce que je calcule sur les mêmes bases ou est-ce que je change de base des calculs? Si je quitte actuellement l'entreprise pour congé, j'ai un reliquat de l'année dernière ou de l'année d'avant. Légalement, je dois calculer les salaires tels quels. Ça veut dire les salaires qui me servent de référence pour le congé 2019, je prends les salaires de 2019. Ceux qui me servent au calcul des congés 2020 ou 2021, je vais prendre ces salaires-là de ces années-là. Mais habituellement, s'il y a une modification de salaire, notamment à la hausse, les salariés perdent au change. Ça veut dire qu'ils peuvent partir en congé, mais le calcul ferait une indemnité de congé annuel inférieure au salaire habituel. Donc assez souvent, les employeurs évitent d'hériter les salariés dans ce cas de figure. Ils calculent quand même sur les salaires actuels pour éviter ce genre de choses. Mais rien n'interdit à l'employeur d'appliquer la règle telle qu'elle et de dire clairement j'applique les salaires des années de référence. Mais habituellement, la pratique a consacré quand même un calcul sur les meilleurs salaires en cas de report de congé annuel à l'initiative de l'employeur. Donc dans ce cas de figure, l'employeur va reporter le congé annuel et c'est à lui d'assumer les conséquences de son report. Donc assez souvent, l'employeur prend en considération les aspirations du salarié d'avoir une indemnité de congé annuel supérieure à ce qu'il devrait percevoir. Monsieur Abdelhak Zahem, merci beaucoup pour toutes ces explications qui nous ont permis de voir plus clair effectivement sur le droit de congé annuel, mais également sur l'indemnité du congé annuel. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. Merci, monsieur.